Et si le mal ne criait pas? Et s'il ne frappait pas avec rage, mais agissait calmement, raisonnablement, méthodiquement? Et si ce mal ne vivait pas dans les marges de la société, mais dans ce que nous appelons « normalité ». Le danger du mal n'est pas toujours sa brutalité. Il est dans son apparence inoffensive. Dans sa capacité à se fondre dans le quotidien, à porter un costume, à sourire. Dans sa banalité. C'est ce que la philosophe Hannah Arendt a découvert lors du procès d'Adolf Eichmann, un haut fonctionnaire nazi. Elle s'attendait à un monstre. Elle trouva un bureaucrate poli, obéissant, ordinaire. Un homme qui disait simplement « Je suivais les ordres ». Pas de haine apparente. Pas de passion. Juste un fonctionnaire. Un homme qui n'avait pas pensé. Un homme dont l'horreur provenait de son absence totale de réflexion morale. C'est ce qu'elle a appelé la banalité du mal. Le mal n'a pas toujours un visage cruel. Parfois, il porte une cravate. Parfois, il parle doucement. Et parfois, il agit sans même savoir ce qu'il fait. Car le véritable danger n'est pas la méchanceté consciente. C'est l'absence de conscience. Mais pourquoi des gens ordinaires, respectueux des lois, deviennent-ils complices du mal? Pourquoi commet-on l'impensable sans se considérer comme mauvais? La réponse, on la trouve dans la psychologie humaine. Et pour comprendre cela, il faut se tourner vers Sigmund Freud, Carl Jung, et d'autres penseurs profonds. Loupe pointant vers la gauche la structure cachée de l'esprit. Selon Freud, nous ne sommes pas gouvernés par la logique mais par l'inconscient. Notre esprit est divisé. Le ça, les pulsions, les désirs primitifs. Le moi, la conscience rationnelle. Le surmoi, la voie morale, les interdits. Le conflit entre ces instances crée des tensions intérieures. Et ce que nous refoulons, la colère, l'envie, la honte ne disparaît pas. Il reste sous la surface. Et quand on ne le regarde pas en face, cela se manifeste d'autres façons. Par la projection. Par le mépris. Par l'agression. Parfois, même, par la cruauté justifiée. Le rôle du déni. Nous aimons penser que nous sommes bons. C'est pourquoi nous avons besoin d'histoire pour protéger cette image. Quand nous agissons mal, nous disons « Ce n'est pas ma faute. J'avais une bonne raison. L'autre l'a mérité. » C'est ce que les psychologues appellent la licence morale. On fait quelque chose de bien, alors on s'autorise quelque chose de mal. Et petit à petit, cette logique devient un mode de pensée. Un système de justification. Un écran entre nous et la réalité. Lune croissante Carl Jung et l'ombre. Carl Jung a développé un concept essentiel, l'ombre. L'ombre, c'est la partie de nous que nous refusons de voir. Tout ce que nous considérons comme inacceptable. Tout ce que nous disons, ce n'est pas moi. Mais ce que nous rejetons revient toujours. L'ombre agit en arrière-plan. Elle s'exprime dans nos réactions incontrôlées. Elle parle dans nos silences. Et si elle est ignorée trop longtemps? Elle prend le contrôle. Plus nous refusons de reconnaître nos parts sombres. Plus nous risquons d'agir de façon destructrice sans le vouloir. Et c'est là que le mal prend racine. Pas dans la haine consciente. Mais dans le refus de se regarder en face. Buste en silhouette le visage aimable du mal. L'histoire nous a montré que le mal ne vient pas toujours de monstres. Parfois, il vient de pères de famille. D'enseignants. D'employés de bureau. De gens normaux. Ce n'est pas leur apparence qui est effrayante. C'est leur normalité. Le criminel de guerre Adolf Eichmann n'était pas un sadique. Il n'a pas tué de ses mains. Il a juste organisé. Calculé. Coordonné. Et c'est cela, la vérité terrifiante. Le mal peut se dissimuler dans l'organisation. Dans les procédures. Dans la logique froide. Loupe pointant vers la droite, pourquoi c'est important aujourd'hui? Ce sujet n'est pas réservé aux livres d'histoire. Aujourd'hui encore, dans les institutions, dans les entreprises, dans nos choix collectifs. Nous reproduisons des mécanismes similaires. On suit les règles. On obéit aux supérieurs. On évite les conflits. Et parfois, on se tait, même quand on sait que quelque chose ne va pas. Pas parce qu'on est malveillant. Mais parce que penser est difficile. Parce que dire non demande du courage. Parce que voir demande de la lucidité. C'est pourquoi comprendre le mal n'est pas une question de philosophie abstraite.
C'est une question de responsabilité personnelle. Car tant que nous ne regardons pas nos propres mécanismes, nous risquons de devenir complices de quelque chose de plus grand que nous. Nous aimons penser que le mal est loin de nous, qu'il vit dans d'autres pays, dans d'autres époques, dans d'autres êtres humains, très différents de nous. Mais cette idée nous rassure, elle ne nous protège pas. L'un des plus grands pièges psychologiques, c'est le biais de supériorité morale. L'idée que nous sommes, par défaut, du bon côté. Que nous serions les résistants, les justes, les courageux, si quelque chose arrivait. Mais la vérité est plus inconfortable. L'histoire et la psychologie montrent que la plupart des gens suivent le courant. Ils n'agissent pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils veulent s'intégrer. Parce qu'ils ont appris à obéir. Art du spectacle, l'expérience de Milgram. Dans les années 1960, le psychologue Stanley Milgram a réalisé une expérience devenue célèbre. Des participants étaient invités à administrer des décharges électriques à une autre personne, un acteur, à chaque mauvaise réponse. Chaque fois, l'intensité augmentait. Et malgré les cris simulés, la douleur apparente. La majorité des participants continuaient, simplement parce qu'une autorité leur disait de le faire. Résultat ? 65% des participants ont atteint la décharge maximale. Pas des monstres. Des citoyens ordinaires. Comme toi. Comme moi. Cette expérience a révélé une vérité dérangeante. Nous sous-estimons à quel point nous sommes influençables. Le simple fait qu'une figure d'autorité donne une directive suffit souvent à suspendre notre jugement moral. Ce phénomène porte un nom. Index revers pointant vers la droite blanc, la délégation de responsabilité. Engrenage quand obéir devient plus facile que penser. Lorsque nous agissons, sur ordre, nous avons l'illusion de ne pas être responsables. C'est plus facile. Plus confortable. Nous ne sommes qu'un rouage dans la machine. Mais c'est justement ce que disait Adolf Eichmann. Je n'ai fait qu'exécuter. Et c'est ce que tant d'autres ont dit avant et après lui. Dans les génocides. Dans les guerres. Dans les discriminations systémiques. Alors pourquoi est-il si difficile de résister ? Parce que résister demande de voir ce que l'on ne veut pas voir. Cela demande de se confronter à son entourage, à ses croyances, à ses habitudes. La plupart du temps, le mal ne se présente pas sous forme de choix évident. Il se glisse dans les petites décisions. Les silences. Les compromis. Les justifications. Et une fois la première ligne franchie, les suivantes deviennent de plus en plus faciles. L'effet de glissement moral. Les psychologues appellent cela le glissement progressif. On commence par accepter une petite chose. Puis une autre, un peu plus grave. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que le seuil de l'acceptable ait bougé. Et qu'on ne sache même plus où était la limite. Cyclone l'ego moral. Une autre dynamique puissante, c'est l'ego moral. Nous voulons croire que nous sommes de bonnes personnes. Et cette croyance est si forte, qu'elle peut justifier presque tout. Si je fais ça, c'est sûrement pour une bonne raison. Moi, je ne suis pas comme les autres. Je suis du bon côté, donc mes actes sont justes. Mais l'histoire montre que le mal a souvent été commis au nom du bien. Des révolutions, des croyances religieuses, des idéologies politiques. Tout ont parfois justifié la violence au nom d'un monde meilleur. C'est ce qu'on appelle la violence vertueuse. Elle est la plus dangereuse. Car elle ne se reconnaît pas comme violente. Elle se voit comme nécessaire. Comme morale. Comme justifiée. Verrou le confort du conformisme. Enfin, il y a un facteur qu'on oublie souvent. Le besoin d'appartenance. Nous sommes des êtres sociaux. Et dans certaines situations, rester silencieux, se conformer, suivre la majorité, est plus important que d'avoir raison. Des études montrent que des individus changent d'opinion même quand ils savent qu'elle est fausse, simplement pour ne pas être exclus du groupe. Ce phénomène est connu sous le nom de pression sociale. Et dans des contextes extrêmes, il peut mener à des horreurs commises par peur d'être seul. Œil voir, ou détourner le regard. C'est pourquoi le premier acte de résistance n'est pas de se battre. C'est de voir. De regarder en face ce que l'on préfère ignorer. De reconnaître l'ambiguïté en soi et dans les autres. Car le mal n'est pas toujours bruyant. Parfois, il est poli. Parfois, il dit bonjour.
Parfois, il nous ressemble. Et c'est précisément cette idée que nous explorerons dans la partie suivante. Index revers pointant vers la droite blanc. Comment notre besoin de confort, de contrôle et d'identité peut nous conduire à faire le mal sans le vouloir. Pourquoi des gens qui ont été élevés avec des valeurs morales, qui aiment leur famille, qui se considèrent comme « bons », peuvent-ils un jour faire partie de quelque chose de destructeur? La réponse est complexe, mais une chose est claire. Le mal ne surgit pas toujours de l'extérieur. Il peut aussi venir de l'intérieur. Et il est souvent silencieux. Loupe pointant vers la gauche. Le rôle de la peur. L'une des émotions les plus puissantes qui influencent nos décisions, c'est la peur. Peur d'être exclu. Peur d'être puni. Peur de perdre sa sécurité, son emploi, sa réputation. Peur de se retrouver seul contre tous. Et dans ces moments de tension, le cerveau cherche une issue rapide. Il veut réduire l'inconfort. Et parfois, cela veut dire obéir, se taire, ou suivre le groupe, même si c'est injuste. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le besoin de contrôle. Une autre motivation profonde est le besoin de contrôle. Lorsque les choses deviennent chaotiques ou incompréhensibles, nous avons tendance à chercher des coupables. C'est ainsi que naissent les stéréotypes, les boucs émissaires, les généralisations. Au lieu de tolérer l'incertitude, on choisit une cible. Et en attaquant cette cible, on a l'illusion de reprendre le contrôle. Ce processus est souvent inconscient. Mais il peut conduire à la haine collective, à l'oppression, à la violence idéologique. L'identité menacée. Nous avons aussi besoin de cohérence identitaire. Nous voulons croire que nous sommes bons, justes, cohérents. Et lorsque cette image de soi est menacée, nous avons deux choix. Reconnaître nos contradictions, nos erreurs. Ou les projeter sur les autres. Et très souvent, nous choisissons la projection. Nous accusons les autres de ce que nous refusons de voir en nous. Nous les jugeons. Nous les punissons. Nous créons une illusion de pureté en rejetant notre propre ombre. Symbole du premier quartier de lune. Freud, Jung et l'ombre en action. Freud appelait cela le mécanisme de défense. Jung, lui, l'appelait le refus de l'ombre. Et ce sont ces refus accumulés, collectifs, ignorés, qui créent les systèmes toxiques. Les violences invisibles. Les idéologies destructrices qui se présentent comme rationnelles ou même bienveillantes. Le mal n'est pas seulement un acte. C'est parfois une absence d'acte. Un refus de parler. Une acceptation silencieuse. Le cerveau et l'évitement moral. Des études en neurosciences ont montré que le cerveau humain évite activement les informations qui contredisent ses croyances. Cela s'appelle le biais de confirmation. Et pire encore. Lorsqu'on est confronté à une vérité dérangeante, certaines personnes renforcent encore plus leur position d'origine. C'est le biais de rejet. Autrement dit, index revers pointant vers la droite blanc. Parfois, plus une vérité est évidente, plus elle dérange et moins on veut y croire. Télévision, la société de distraction. Dans notre monde moderne, il est facile de ne pas voir. Les réseaux sociaux, les divertissements, le rythme effréné, tout cela crée un brouillard constant. Et dans ce brouillard, il devient difficile de distinguer le vrai du faux, le juste du confortable, le moral de l'acceptable. Le philosophe Byung Chul Han parle d'une fatigue de la lucidité. On préfère se distraire plutôt que de penser. Se détendre plutôt que d'agir. Mais c'est justement dans ces moments de passivité que le mal s'installe. Feu le coup du silence. Quand on ne dit rien. Quand on voit mais qu'on détourne les yeux. Quand on comprend mais qu'on ne bouge pas. On devient complice. Pas par malveillance. Mais par inaction. Et l'histoire montre que l'inaction de la majorité permet l'action de quelques-uns. Toujours. L'humain, imparfait mais responsable. Aucun être humain n'est parfait. Chacun porte en lui des parts sombres, des blessures, des contradictions. Mais cela ne signifie pas que nous sommes condamnés. Cela signifie que nous avons la responsabilité de regarder en nous. D'oser nommer ce que nous préférons cacher. Et d'agir même quand c'est inconfortable. Ce n'est pas l'absence de défauts qui fait la grandeur humaine. C'est la capacité à les reconnaître. Dans la prochaine partie, nous verrons comment transformer cette conscience en action. Comment vivre avec lucidité, sans sombrer dans le cynisme. Et pourquoi accepter notre ombre, peut être le début de notre véritable liberté.
Voir le mal en nous ne veut pas dire s'enfermer dans la culpabilité. Cela veut dire choisir la lucidité. Car sans lucidité, il n'y a pas de liberté. Symbole de dernier quartier de lune intégrer son ombre. Carl Jung disait: celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Reconnaître notre part d'ombre, ce n'est pas devenir mauvais. C'est cesser d'être aveugle. C'est comprendre que la lumière ne peut exister sans obscurité. Tant que nous refusons d'admettre nos impulsions, nos peurs, nos envies de domination ou de contrôle, elles risquent de prendre le dessus, sans que nous en ayons conscience. Mais lorsque nous acceptons cette part de nous, nous pouvons la transformer. L'intégration de l'ombre ne mène pas au chaos. Elle mène à la responsabilité, à la compassion, à une humanité plus complète, plus vraie. Le courage de la responsabilité. Le psychologue Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, disait: entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Ce pouvoir, c'est notre liberté intérieure. Notre capacité à dire non, même lorsque tout autour dit oui. Notre capacité à refuser l'inacceptable, même quand c'est difficile. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas toujours visible. Mais c'est là que naît le véritable courage moral. Balance repenser le bien et le mal. La société aime classer les gens en deux catégories, les bons et les mauvais. Mais la réalité psychologique est bien plus complexe. Chaque personne porte des parts de lumière et d'ombre. Des contradictions. Des conflits internes. Des choix ambigus. Et c'est pourquoi le jugement simpliste est dangereux. Il nous permet de projeter le mal à l'extérieur. De dire, moi, je ne serai jamais comme ça. Et de ne jamais nous remettre en question. Mais si nous voulons une société plus juste, plus consciente, plus lucide, nous devons sortir de cette pensée binaire. Loupe pointant vers la gauche, la vigilance intérieure. Dans un monde saturé d'images, de discours et de tensions, le vrai travail est souvent invisible. Il commence par la vigilance intérieure. Par les petites décisions du quotidien. Par la manière dont nous parlons. Dont nous jugeons. Dont nous traitons ceux qui ne pensent pas comme nous. Chaque micro-choix est une graine. Il peut nourrir la conscience. Ou le confort de l'aveuglement. Bulle parler, même quand c'est inconfortable. Il est plus facile de se taire. De ne pas déranger. De rester neutre. Mais comme le disait Desmond Tutu, être neutre face à l'injustice, c'est choisir le camp de l'oppresseur. Parler ne veut pas dire agresser. Cela veut dire oser nommer ce que d'autres préfèrent ignorer. Cela veut dire être prêt à déranger, avec respect, mais avec fermeté. C'est cette parole lucide, ancrée dans la réflexion, qui peut changer les choses. Ampoule électrique, l'espoir ne réside pas dans la perfection. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour faire le bien. Nous avons besoin d'être conscients. Attentifs. Réfléchis. Le mal ne disparaîtra jamais totalement. Mais il peut être contenu, démasqué, ralenti. Si suffisamment de gens choisissent la conscience plutôt que le confort. Voie ferrée, une voie à suivre. Imagine un monde où l'on apprend aux enfants à explorer leur ombre. À reconnaître leurs émotions. À remettre en question l'autorité. À penser par eux-mêmes. Imagine une société où la réflexion est plus valorisée que l'obéissance. Où la complexité n'est pas une menace, mais une richesse. Où l'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Ce monde est possible. Mais il commence par chacun de nous. En résumé, le mal peut porter un visage aimable. Il peut se cacher dans les silences, les routines, les automatismes. Il se nourrit du conformisme, du refoulement et du besoin d'appartenance. Il peut être combattu non pas par la violence, mais par la lucidité intérieure. Et c'est peut-être ça, la vraie question. Es-tu prêt à voir ce que tu préfères ignorer? Ce n'est qu'en explorant notre propre part d'ombre que nous pouvons choisir, librement, de ne pas la suivre. Le chemin est exigeant. Mais il est aussi profondément humain. Et peut-être, profondément libérateur.